Madame, Messieurs, soyez les bienvenus sur vos antennes respectivement. Nous sommes sur Flash Congo, Oreb Télévision, la radio-télévision nationale congolaise, Sarah Télévision, et vous allez naturellement nous suivre aussi sur la radio nusienne Radio Capi. Nous vous disons bonsoir, ça dépend, bonsoir, bonjour, ça dépend en tout cas de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Face à la presse, ce soir ou ce matin, nous avons Madame Chantal Malamba, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province et aussi porte-parole du gouverneur de province du Bas-Congo. Madame Chantal, soyez la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. J'espère que cette grande équipe ne vous fait pas peur. Non, la peur, c'est quelque chose que je ne connais pas. Ok, il n'y a pas de problème. À mon extrême droite, Chamboui Batoubenga, pour le compte de Salan Oval. Chamboui, bonsoir. Bonsoir, merci. BRKBA, Oreb Télévision, bonsoir. Bonsoir. Hippolyte Mwilou pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise. Hippolyte, bonsoir. Bonsoir, confrère. Toms Massivi pour le compte de Sarah Télévision, bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Guy Roger Nyampala, Radio Capi. Bonsoir, merci. Alors, madame, messieurs, quel sera le squelette de notre émission en ce net moment? Vous le savez, naturellement, l'année 2013 a pris fin. Nous sommes en début d'année 2014. Début janvier, plusieurs déjà se posent la question, quel a été peut-être le bilan de l'action du gouvernement provincial et aussi les perspectives de 2014. Raison pour laquelle nous sommes en face de Madame Chantal Malamba. La bouche autorisée du gouverneur pourrait tant soit peu répondre à nos préoccupations et nous allons commencer sur un volet, le volet politique. Alors, Madame Chantal, vous êtes arrivée au mois de janvier, bientôt une année. Est-ce que vous pouvez d'abord faire un bilan depuis votre arrivée jusqu'à ce jour? Merci beaucoup. Donnez-moi d'abord l'autorisation de pouvoir dire bonsoir à ceux qui nous suivent. Bonjour, comme vous l'avez dit, ça dépend à quel moment on nous suit. Mais surtout de souhaiter une très très belle année à tous et à chacun, étant donné que nous sommes au début d'année, c'est le temps des vœux. Effectivement, bientôt, ça va faire une année qu'on est là, puisqu'il y a un an, en janvier 2013, le chef de l'État avait signé l'ordonnance confirmant donc Jacques Mbadou Sitou comme gouverneur du Bas-Congo et Atou Matubwana comme vice-gouverneur. C'est effectivement le temps de la revue. Nous pouvons faire un bilan. Le bilan, il est, comment dirais-je, il est positif puisque nous avons pu pendant déjà un an, à la tête de la province du Bas-Congo, permettre au Bas-Congo d'être l'une des provinces les plus visitées sur le plan politique. La province du Bas-Congo a également été une des provinces qui a connu les moments les plus importants du pays, notamment la question de la fibre optique. C'était une grande révolution en RDC. Sur le plan politique toujours, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'éléments. Je crois que tout au long de cette émission, nous pourrons les épingler une à une ou un à un. Mais ça a été une année très riche politiquement et je dirais que ça a été marqué par la gouvernance sous Jacques Mbadou Sitou. La politique, vous dites que ça a bien marché, mais la cohésion provinciale n'a pas marché. Au regard des quelques faits en notre présence, nous estimons que la cohésion provinciale n'a pas pu tenir. Vous savez, M. Lisée, la cohésion provinciale, ce n'est pas un État. Ce n'est pas quelque chose qui est. La cohésion provinciale, c'est quelque chose qui se bâtit au jour le jour. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu des individus, parce que je crois que vous et moi, nous sommes d'accord, que ce sont des individus qui se sont, comment dirais-je, peut-être rébellés, le mot est peut-être trop fort, mais des individus qui ont manifesté leur désaccord à différents points de vue. Je n'ai pas vu des communautés, je n'ai pas vu des cités entières ou des villes ou des communes qui se sont élevées les unes contre les autres. Parce que la cohésion provinciale, ce n'est pas la façon de s'entendre avec le gouverneur. La cohésion provinciale, c'est la manière de vivre ensemble, la manière de bâtir ensemble. Et je pense que nous ne pouvons pas dire que ça n'a pas marché. Ce que je vais dire, c'est que nous sommes en train de bâtir cette cohésion provinciale et c'est la responsabilité de tous et de chacun. Madame, je parle encore cohésion. Nous voyons au sein de la famille, je parle ici de la famille,
majorité présidentielle, où vous faites partie. Simon Floribert Mbachi relève de ses fonctions un ministre en charge des sports. Il était du MCR. Jacques Mbadou révoque un ministre du MCR. Tous la même famille. Est-ce qu'il y a un malaise au sein de la famille? Parce que, ou seulement c'est le MCR, il y a l'acharnement contre le MCR, ou le MCR c'est un mauvais élève au sein de la famille, et ça joue avec la cohésion. Merci beaucoup. Je crois que nous devons pouvoir mettre les choses dans l'ordre qui convient. Il y a d'abord le pays. Il y a d'abord la nation. Et pour gérer ce pays, pour gérer cette nation, nous avons une méthode, nous avons la politique. Et dans la politique, chacun se retrouve dans la famille politique, dans le parti politique qui convient à sa pensée, qui convient à ses convictions. Et là, nous nous sommes retrouvés donc dans différents partis politiques et des partis politiques se sont constitués les uns les autres dans des familles politiques. Mais les familles politiques ne peuvent en aucun cas être à l'encontre de l'existence du pays ou de la sauvegarde des intérêts du pays. Et vous savez très bien que nous sommes aujourd'hui en train de prôner une démocratie, non pas seulement pour qu'il y ait un parti ou une famille politique qui gagne, mais pour mieux gérer le pays. Donc lorsqu'il y a une faute qualifiée de grave, nous ne pouvons pas faire valoir les choix subjectifs, parce que le choix d'appartenir à un parti ou à un autre, c'est un choix subjectif. Voulez-vous me dire que la pensée de X parti vaut mieux que la pensée de l'autre? Non, toutes les pensées se valent. Donc nous ne pouvons pas dire que les choix subjectifs puissent, comment dirais-je, nous conduire à faire des fautes dans le cadre de la gestion du pays. Le ministre que vous évoquez n'a pas été renvoyé parce qu'il est du MSR. Le ministre dont vous parlez n'a pas été renvoyé parce qu'on l'aime ou on ne l'aime pas. Il y a eu des fautes très lourdes qui ont été comptabilisées à sa charge. Donc, c'est une mauvaise coïncidence, une malheureuse coïncidence que sous Mbachi Mbacha, il y ait eu un ministre du MSR qui ait été renvoyé. Sincèrement, je ne sais pas en parler, je n'en connais pas les raisons. Mais celui qui a été renvoyé pendant que Jacques Mbadou gère la province, l'a été pour des raisons tout à fait vérifiables. Et cela donc, c'est pour la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation. Toujours dans ce chapitre de la cohésion provinciale, il y a cette question qui fait couler beaucoup d'encre en rapport justement avec le retour de 5 anciens députés provinciaux au sein de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Alors, d'aucuns estiment que le gouvernement provincial, ou je cite le gouverneur Jacques Mbadou, est en train de tirer les ficelles pour que ces anciens députés ne puissent pas rentrer au sein de cet organe délibérant. Si cela serait vrai, que gagne Jacques Mbadou pour que ce gens ne puissent pas rentrer au sein de l'Assemblée? Excusez-moi, mais avec les si, on peut construire des châteaux en Espagne, donc je préfère rester sur terre pour vous dire que ce n'est pas le problème de Jacques Mbadou. Vous savez, le pays, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, puisque vous lisez tous les textes qui sont produits dans ce pays, ce n'est pas une province qui détermine le jeu politique tel qu'il se passe en République démocratique du Congo. Nous avons la Constitution, nous avons, en ce qui concerne les matières électorales, nous avons la loi électorale, nous avons tous ces instruments qui existent, qui règlent le jeu politique en République démocratique du Congo. Il est question, depuis que la loi a été votée au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, il est question que tout celui qui est député national ou député provincial, qui va dans d'autres fonctions, et à cause de l'incompatibilité avec la fonction de député, n'exerce pas pendant le temps qu'il est ministre par exemple, ou PDG, ou ambassadeur, pendant qu'il n'exerce pas la fonction de député, celle-ci est gelée. Le jour où il quitte les fonctions qu'il a acquises, il peut revenir. Cette loi existe, il est vrai, mais cette loi n'est pas rétroactive. C'est à partir du moment où la loi a été prise que ces dispositions-là sont valables. Il se fait malheureusement pour mes frères dont vous parlez, qu'eux ont été députés provinciaux avant que cette loi n'existe et ils avaient perdu la qualité de députés provinciaux avant que cette loi n'existe. Donc cette loi n'est pas applicable à eux.
Et récemment encore, le ministre de l'Intérieur a envoyé une circulaire pour pouvoir dire que la loi n'est pas rétroactive, elle n'agit donc pas sur cela. C'est dommage, mais c'est le jeu politique qui est comme ça. Donc Jacques Mbadou n'a pas à décider de qui vient ou de qui ne vient pas. Ce n'est pas de ses prérogatives. Mais ce que nous voulons, c'est le respect de la loi. Il y a eu une province où cela s'est fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des instances qui sont en train de travailler sur cette question. Et la réponse que la Cour suprême va donner, c'est cette réponse-là qui sera d'application. Jacques Mbadou ne siège pas à la Cour suprême de justice, je pense. Et donc, ces sentiments, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, je ne lui ai même pas posé la question et je dis qu'il ne gagne rien. Nous avons besoin d'une assemblée provinciale capable de faire son rôle, de jouer son rôle convenablement. Et si le pays juge que ceux-là vont revenir, ils reviendront. Mais en tout cas, la circulaire que nous avons reçue dit que la loi n'est pas rétroactive pour ceux qui avaient perdu leur fonction avant cette loi-là. Oui, Madame Chantal, ma première question, je vais d'abord arriver à l'est du pays. Je crois que l'actualité au niveau national est dominée par l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Alors, donc, il y en a qui disent que cet assassinat est toujours flou. Alors, au niveau du gouverneur de province, comment analysez-vous cet assassinat? Bon, un assassinat est toujours flou. Hein. C'est pourquoi on cherche toujours qui sont les coupables. Je pense que c'est comme tout le monde, nous avons été énormément touchés, connaissant l'engagement de ce soldat du peuple. Nous avons été touchés et nous aimerions effectivement que les efforts qui sont fournis jusqu'à présent ne tombent pas à l'eau. Mamadou est parti, c'est un homme que nous saluons, mais nous pensons que nous avons encore beaucoup de héros et que ces héros-là se manifestent. Nous avons besoin d'avoir beaucoup de Mamadou pour que le pays puisse se consolider dans la paix. Effectivement, nous ne sommes pas naïfs à penser que parce que nous avons gagné la dernière bataille, que la paix est installée. Vous avez suivi le chef de l'État, il demande à tout le monde de demeurer vigilant parce que les ennemis de la paix ne vont pas se laisser vaincre aisément. Donc nous aussi, nous devons demeurer, comment dirais-je, nous devons demeurer attentionnés, attentifs pour que cette paix chèrement acquise soit consolidée et qu'elle demeure. Oui, madame, pour poser maintenant la question en ce qui concerne dans la province du Bas-Congo, le gouverneur de province a dit qu'il doit travailler avec les ministres provinciaux qui viendront résoudre le problème de la population. Alors, donc l'année 2013 vient de s'achever. Pouvez-vous me citer 2 ou 3 problèmes de la population que les ministres provinciaux avaient déjà résolus? Des problèmes de la population que les ministres ont résolus, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si je prends... il y a par exemple des problèmes de terre dans cette province. Des problèmes de terre qui sont pris en charge par le ministère de l'administration provinciale et il y a des problèmes qui connaissent des solutions. Il y a des chefs coutumiers, il y a des chefs de terre qui viennent ici, qui ont des solutions à leurs problèmes. Nous avons également des problèmes des écoles qui étaient devenues vétustes. Il y a des écoles qui sont en construction. Vous savez qu'il y a un programme dans lequel il doit y avoir des écoles construites dans tous les secteurs. Au moins 2 écoles et 2 centres de santé. Ce sont des problèmes que le gouvernement est en train de résoudre. Donc, pour l'instant, il y a déjà un programme de 44 écoles qui sont en construction. Il y a déjà 10 hôpitaux généraux de référence qui sont également en train d'être refaits, rebâtis. Ça, ce sont des problèmes de la population qui sont résolus. Venons à Matadi, par exemple, le problème d'eau, le problème d'électricité. Ce sont des problèmes que le gouvernement a résolus. Vous connaissez par exemple qu'à l'arrivée de Jacques Mbadou, il y a eu des transformateurs qui ont été achetés pour pouvoir soutenir le travail de la SNEL. Il y a des transformateurs qui ont été placés ici à Matadi par exemple et le problème de courant, en tout cas, il trouve une solution. Le problème d'eau également. Lorsque Jacques Mbadou est arrivé, il a sauvé un projet avec la Banque mondiale en libérant la partie qui était exigée à la province, c'est-à-dire 162 000 $ qui ont été libérés pour sauver ce projet. Et en sauvant ce projet, on a ajouté un volet nouveau. On a acheté 9 motopompes qui ont permis aujourd'hui, en tout cas, de régler
en bonne partie le problème d'eau dans la ville de Matadi. Ce sont des problèmes de la population qui ont été réglés. Il y a des routes qui ont été refaites, il y a des routes qui ont été bâties. Donc ça, ce sont des problèmes de la population qui sont réglés. Tous les jours, les problèmes de sécurité qui sont pris en charge, c'est des problèmes de la population qui sont pris en charge. Donc je pense que lorsque nous évoquerons peut-être le volet, on pourra encore en citer davantage. Mais notre goal, effectivement, c'est de répondre aux problèmes de la population et c'est ça la politique. Madame Chantal, puisque vous êtes en train de parler de ministère, après une année après l'arrivée de Jacques Mbadou à la tête de la province du Bas-Congo et 8 mois après l'investiture de son gouvernement, le gouvernement social, on n'a toujours pas de cabinet politique dans les différents ministères. Le cabinet notamment nommé officiellement. Est-ce que ça ne suscite pas un malaise social au sein de ministères provinciaux qui puissent entamer également la production de ces ministères? Non, toutes les dispositions ont été prises pour que tous les cabinets ministériels soient très rapidement, ils auront donc leurs conseillers, ils seront pourvus. Mais pourquoi cet état des choses? Quand le gouvernement de Jacques Mbadou Situé Datou Matoubana est arrivé, nous avons trouvé une situation difficile. Donc il fallait beaucoup de sagesse pour pouvoir rendre la province gouvernable. D'abord, on a trouvé beaucoup de dettes. Il y avait beaucoup de dettes au niveau des banques. Et je vous dis qu'à ce jour, nous avons remboursé plus de 3 milliards. Nous avons plus de 4 milliards de francs congolais, donc 4 millions de dollars ont été remboursés aux banques. Il fallait d'abord passer par, comment dirais-je, assainir les finances de la province. Il y avait les indemnités de sortie qu'il fallait payer. Et donc, le gouverneur de province a trouvé la sagesse de pouvoir d'abord, dans un premier temps, en attendant que le gouvernement soit formé, le gouvernement soit investi, on a pris ces mois-là. Vous savez, le gouverneur, il a été investi en janvier, il y a eu janvier, il y a eu février, il y a eu mars, puisque le gouvernement, lui, a été je dirais, intronisé en mars, c'était c'était le 13 avril. C'était le 13 avril. Et donc, ces mois-là ont permis de faire des économies. Des économies qui ont permis, d'abord, de payer tout le personnel du cabinet passé, parce qu'ils devaient être partis, ils devaient recevoir effectivement leurs indemnités de sortie. Et le gouverneur a pu travailler avec des banques pour pouvoir donc payer toutes ces indemnités de sortie. Il est resté les ministres. Il fallait également pouvoir assainir ces finances pour permettre à la province de se lancer dans son programme, dans l'exécution de son programme. Et nous devons travailler avec les banques. Mais les banques ne trouvaient plus la province crédible parce qu'elle avait beaucoup de dettes. Il y avait beaucoup de dettes. Il y avait même des fonds qui avaient été liquidés, mais qui n'avaient jamais été payés. Et tout ça, c'était des dettes énormes. Il y avait plus de 7 milliards de dettes qu'il fallait rembourser. Et à ce jour, nous avons remboursé plus de 4 milliards. Donc, nous avons, lorsque le gouvernement est venu en fonction, au mois d'avril, les gouverneurs sont arrivés. Le gouverneur lui-même ne s'est pas donné un cabinet dans le genre qu'on a l'habitude de voir avec beaucoup de conseillers et tout ça. Il s'est donné un directeur de cabinet, 2 directeurs de cabinet adjoints, il y a un conseiller principal. C'est au fur et à mesure de l'assainissement de nos finances que nous sommes en train de remplir, disons, cet appareil de gouvernance. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire avec beaucoup de bonheur que les banques satisfaites de la gestion de cette équipe gouvernementale est aujourd'hui en train de nous permettre d'avoir encore de nouveaux crédits pour pouvoir réaliser soit des projets, soit également nous lancer notamment dans le remplissage donc, de nos cabinets politiques. Donc, aujourd'hui, je peux vous rassurer, les ministres ont déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir les cabinets dont ils ont besoin pour travailler. Cela sera fait dans ce mois de janvier. Voilà madame, je suis là pour une meilleure audition. Sam Nambakusu Lambote. Beto Nangunga, Beto Tobagi Congo, Sekanangé Tobagi Tambeto, Lingala, Sambeto Bakusa Beto Kango. En fait, Nana Metadi la 2013, Ngemetuba déjà, Tata gouverneur, la Tubilaka cohésion provinciale. Beto Zaba en 2014, Nini politique, Nini Benke Natina Beto.
Mais en 2013, Mutambadu, comment neti na mwafi wonga, andi zona veba critiquer yandi. Nzoka tome saba, fumu ina ke zona veba critiquer politique nandi, c'est quand même comme un dictateur. Tubila beto tete na ina metadila kukangisa bantu, ngimeka tubila Jacques Mbadu imbi, angetinda batu wabaka ngena kingolo, beto bantu wapi toke suke. Mpangi nzolezinde tutoma tugoa mameni na makiedika. Benu ba journaliste ana lunina. Bambidi goga bagoranga contre politique Jacques Mbadu. Ban nakala bakengi. Kabatakanga bantu kikangila ku. Baba kanga mi mudiambu mambu basalili olutadidi nsiku. Minza migeni nswa kubaba landilanga mambu ma droit baba kanga. Kusite bambidi batako bilumbia babeni na contre Jacques Mbadu batako na bakengi. Jacques Mbadu kena dictateur kuve. Bantu baba zole mukuwa batako mais nde mambu mafeti salama munandonga. Na ba débat politique quand on monte na ba télévision ko luta nani tagoga mambo mu débat politique yu bakengi ka mambo makabazola mabapeke si munakati kinkanda kufinga ule ndi finga muntu kani ngetom so ba kufingiri le ndi funda muntu ku tribunal kani yani nani procureur lendi saisir muntu yani mosi mudiambu makata sala mambi zeima mamengi tu salanga mo ma télévision mata baby sa éducation mabana bana batamona nde tulendi finga kwetu bamfumu tulendi finga kwetu bambuta tulendi finga kwetu konsumuntu buna tuzole di mudiamu mona tumonanga bampangi batafinga bampangi bankaka non lendi critiquer lendi mona nde kisalu kikatasa la kamboti kubia façon di katasa dila yani kambotiko menkatu nde ukota munakati ki kufinga muntu ubie munakati ki kunanta bantu munzila yi rebellion mudia mota nanta bantu munzila rebellion yina bapeke si munakati munakati nsi donc mambu mambiri nkatu nde Jacques Mbadu takangisa bantu mudia munzoledi nde ungana nkumbuka ni muntu mosi yukakengi si mudiambu unsadiri critique na yuna muntu na comme ça si tubutela yubakengi nkika sadidi le kungana kaka ni muntu mosi bakengi comme ça écoutez mudiamu nkibanka. Madame, nous allons aborder le deuxième volet, qui est le volet économique. Mais avant cela, une toute dernière question au volet politique. Jacques Mbadu investit, vous l'avez dit, au mois de janvier. Le gouvernement, c'était le 13 avril. Les projets de budget réaménagés, le projet de budget 2014, en fait, tous votés à l'unanimité. Vous êtes senti à l'aise qu'il n'y ait même pas eu une voix contre le projet du gouvernement et même le projet du budget? Nous nous sommes à l'aise. Nous nous sommes à l'aise puisque lorsque nous sommes allés avec ce produit à l'Assemblée nationale, nous étions sûrs que c'était un produit bien fait qui devait donc passer à l'examen des députés. Nous, c'est pour nous une satisfaction que tous aient accepté ce projet. Maintenant, allez demander aux députés provinciaux pourquoi est-ce qu'ils ont voté pour cela. Je pense qu'ils ont trouvé que c'est un programme sensé. Je pense. Tout à l'heure, lorsque je répondais à la question de Sarah TV, je voulais quand même ajouter que, parce qu'il a dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez nous emmener en 2014. Non, le programme qui avait été accepté à l'unanimité à l'Assemblée provinciale, c'est d'abord, il y avait un programme triennal. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas un nouveau programme à venir présenter. C'est ce programme-là. Et donc je ne vois pas par quelle logique ces députés qui ont accepté ce programme triennal l'année passée en avril vont aujourd'hui tourner le dos contre ce programme si réellement c'était un choix réfléchi. Donc je pense qu'ils sont restés conséquents avec eux-mêmes. C'est le même programme. Aujourd'hui, nous sommes venus, nous sommes allés au niveau de l'Assemblée provinciale pour présenter maintenant le travail que nous allons faire en 2014 dans ce programme qu'ils avaient accepté à l'unanimité. Nous avons également présenté les difficultés que nous avons rencontrées pour pouvoir réaliser le travail en 2013 parce que nous ne l'avons pas réalisé à notre propre satisfaction. Parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché comme nous l'avions voulu. Par exemple, la rétrocession
Vous savez que dans la Constitution, c'est 40%, mais nous n'avons jamais eu 40%. C'est toujours un montant forfaitaire qu'on envoie aux provinces. Nous, par exemple, en ce qui concerne, par exemple, les 10% sur le pétrole produit dans la province du Bas-Congo, nous n'avons eu une seule fois un montant forfaitaire. Donc, vous comprenez que l'Assemblée provinciale, je pense, est restée conséquente avec elle-même. Le programme politique qu'ils ont accepté en avril 2013, c'est le même que nous sommes allés défendre pour la partie 2014. C'en est fini avec le volet politique. Nous abordons à présent le volet économique et c'est Guy Roger qui mène le débat. Merci Élisée. Madame, vous venez de le dire à la fin de votre intervention, il ne reste que les anciens ministres du gouvernement sortant en Bachi qui doivent recevoir leurs indemnités de sortie. Pourquoi ça a pris autant de... Pourquoi ça a duré, par exemple? Et récemment, nous avons posé la question au gouverneur qui avait dit qu'ils seront payés au mois de janvier. Nous sommes déjà au mois de janvier, est-ce qu'ils sont payés? Ça, c'est le premier volet de la question. Le second, c'est au fait en rapport avec les entités territoriales décentralisées, ça mêle politique et économique. Pourquoi le gouvernement provincial a suspendu l'allocation des fonds aux ETD dans la province du Bas-Congo? Parce qu'aujourd'hui, ça pose problème. Et on a entendu des voix s'élever de gauche à droite. Merci beaucoup. En ce qui concerne les anciens ministres, pourquoi ça a pris du temps? Je l'ai dit, je pense, au début de l'émission. Les finances publiques que nous avons trouvées ici n'étaient pas saines. Et il a fallu donc que nous puissions redresser certaines choses parce que c'est des montants énormes qu'il faut pouvoir payer donc, à l'équipe sortante. Et c'est leur droit. Nous ne pouvons pas revenir sur les droits des personnes qui ont presté pour l'État. Et donc, nous avons rempli les conditions durant l'année 2013. D'abord, on a liquidé pour tout le personnel. Ça a été fait. Il ne restait, comme on l'a dit, que les ministres. Et vous devez savoir qu'avant que cette équipe ne parte, il y avait des responsables qui, eux, avaient été payés. Je pense que s'ils étaient, comment dirais-je, conséquents avec eux-mêmes, ils devaient, je pense, pouvoir payer tous les ministres. Mais il y a eu de l'injustice, il y en a qui avaient été payés, il y en a d'autres qui n'ont pas été payés. La patate chaude, elle a été laissée pour le gouvernement entrant. Ce n'est pas grave, c'est un gouvernement responsable. Comme vous l'avez dit vous-même, ils vont être payés ici en janvier. Le 10 janvier, il y a une réunion qui est convoquée. Ces anciens ministres seront ici à Matadi. Il va donc y avoir une solution à leurs problèmes. Je voudrais aussi ici dire que, vous savez, lorsque quelqu'un quitte son travail, il a droit à des indemnités de sortie. C'est des choses courantes et ordinaires. Ce n'est pas des questions d'État. Ce n'est pas des questions lorsque, par exemple, vous, à Okapi, un jour, si vous devez partir, vous aurez vos indemnités de sortie. Qu'on vous les paye le jour où vous partez ou 3 jours après, ce n'est pas une information. Moi, j'appelle ça des chiens écrasés. Donc, ils vont être payés, mais nous ne devons pas en faire une actualité de la province. Parce que dans la province, il y a des problèmes beaucoup plus accrus que ça. Il y a des millions de personnes qui souffrent de faim. Et là, nous n'allons payer que moins d'une dizaine de personnes. Mais il y a des millions de gens pour lesquels il faut trouver des solutions au quotidien, des enfants auxquels il faut donner un avenir. Donc je me dis que c'est un devoir, nous allons le remplir. Nous allons le remplir au mois de janvier. Les 10 janvier, ils ont tous reçu une invitation. Ils seront ici à Matadi, ils seront payés. Par rapport aux ETD, merci bien. Par rapport aux ETD, effectivement, lorsque nous sommes arrivés sur la rétrocession que la province reçoit, qui est un montant forfaitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouverneur de province a décidé que lui voulait déjà jouer un rôle avant-gardiste, envoyer déjà aux ETD et même aux entités déconcentrées, envoyer déjà le 40% de ce qu'il recevait. Il voulait déjà que la province s'habitue, elle, à pouvoir réaliser ce qui est dans la Constitution. 40% de ce que nous recevions était envoyé aux entités décentralisées et aux entités déconcentrées. Nous avons observé pendant un temps ce qui s'est passé avec cet argent. Cet argent que l'on envoie, ce n'est pas de l'argent pour les salaires, ce n'est pas une prime. On a constaté, et des journalistes l'ont dit, que certains responsables se sont achetés des antennes paraboliques, enfin ils ont amélioré, ils se sont donné une aisance de vie avec cet argent qu'ils recevaient. On s'est donc rendu compte qu'ils ont besoin d'abord de formation, ils ont besoin d'éducation,
pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec cet argent. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose qui manquait au niveau des ETD. Vous savez, lorsque par exemple le gouvernement central envoie aux gouvernements provinciaux la rétrocession, elle est assurée que cet argent va être géré selon les règles. Pourquoi? Parce qu'il y a une assemblée provinciale qui suit ce que le gouvernement fait. Par contre, lorsque nous envoyons l'argent au niveau des ETD, étant donné que nous n'avons pas encore eu les élections locales, ces ETD, ils sont seuls à décider et à gérer cet argent. Il n'y a pas autour d'eux un comité, il n'y a pas autour d'eux une assemblée locale pour pouvoir les accompagner afin qu'il y ait de la bonne gestion, pas seulement de la bonne gestion, mais qu'il y ait une bonne affectation selon les besoins de la population. Et donc, ayant constaté ces abus, le gouvernement provincial a décidé de suspendre l'envoi de ces fonds, créer d'abord les conditions. C'est ainsi qu'on a décidé de créer des comités locaux de développement. Des comités locaux de développement au niveau des territoires, au niveau des secteurs, au niveau local, afin que ceux qui font partie de ces comités, qui représentent chacun au niveau que j'ai cité, ils représentent donc la population. Ensemble, ils décident qu'est-ce que nous allons faire, quel est le besoin le plus pressant de notre population que nous pouvons réaliser avec les fonds que nous recevons. Ainsi donc, les comités locaux ont été créés. Ces comités locaux sont chargés de monter des projets. Lorsqu'ils montent des projets convenablement bancables, ces projets-là qui répondent aux aspirations de la population, ces projets en ce moment-là sont envoyés à Kinshasa pour certains, dans le cadre de nos crédits d'investissement, dans le cadre de la ligne budgétaire appelée autres projets. Dans ce cadre-là, il y a des fonds du Bas-Congo qui sont là, qui vont donc financer ces différents projets, afin que la politique que nous appliquons puisse effectivement donner des conséquences positives dans la vie de chaque individu. Vous voyez, pour que chacun sente le bénéfice de la gestion dans la province. Et donc, il y a aussi, nous sommes aussi en train de les former parce qu'il y a une partie qui est quand même consacrée au fonctionnement. Et donc, par rapport à cette partie qui est allouée au fonctionnement, les entités décentralisées doivent être maintenant enseignées. On doit être sûr qu'elles savent exactement comment cet argent doit être géré. Parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'il fallait sévir, mais on s'est dit non, si nous sévissons, peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'ils ne connaissaient pas. C'est pourquoi on a dit, nous allons passer d'abord à créer les conditions, créer les comités locaux de développement, donner l'information nécessaire aux gestionnaires pour que demain, nous puissions reprendre donc cet exercice aisément. En attendant donc les élections locales. Madame, parce que nous parlons 2003 pour entrevoir 2013 pour entrevoir 2014, nous avons un peu regardé le budget de l'année passée. En 2013, la quantité des recettes pétrolières était, les prévisions, c'était 5 milliards 736 millions quelque chose. Et quand le gouverneur a fait le rapport d'exécution de l'édit budgétaire 2013, arrêté au 30 septembre 2013, on a pris que par rapport à la prévision linéaire de 4 milliards quelque chose, on a réalisé, vous avez même dit ici, on a reçu que 232 500 000 francs congolais. Soit le taux d'exécution ou de réalisation est de 5,4% en ce qui concerne les recettes pétrolières. Mais lorsque je regarde, en 2014, on présente un budget et on met maintenant les prévisions pour 2014, 16 milliards. Les 5 milliards, on ne les a pas eus. Vous l'avez dit, si on a eu des difficultés. Mais on prévoit maintenant 16 milliards pour 16 milliards 400 millions pour 2014. Mais je sais une chose, qu'un grand politique de cette province a dit que les chiffres arrêtent les démagogies. Oui, c'est Jacques Mbadou. Voilà. Mais au regard de ces chiffres que nous venons de dire ici, que dire? Réalisme politique? Démagogie? Ou seulement la volonté de dire que le budget a connu un certain accroissement? 5 milliards, on n'a pas réalisé, mais on va mettre déjà 16 milliards. Par quelle magie on pourra... Non, ce n'est pas par une magie. Vous savez, le budget, c'est pas, comme vous l'avez dit, c'est pas de la magie. Le budget,
il est fait sur base de données. Ces données, qu'elles soient projetées ou qu'elles soient réalisées, ce sont des données. Et nous non plus, nous n'avons pas ex abrupto, comment dirais-je, établi un budget. Vous savez que les chiffres dont vous parlez, il y a des lois qui disent que lorsque nous produisons le pétrole dans le Bas-Congo, parlons du pétrole puisque vous l'avez évoqué, sur ce qui est produit, il y a 10% qui doivent venir à la province. Comprenez? Donc, lorsque le gouvernement central établit le niveau de la production globale du pétrole, nous devons dire que de cette production globale, il y a 10% qui doit revenir au Bas-Congo. Nous n'avons aucun élément aujourd'hui pour dire non, parce que l'année passée, on n'a pas réalisé totalement. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous changeons la loi. Non! Vous comprenez? Donc, c'est sur base des lois existantes que nous établissons le budget. Les chiffres que nous vous avons donnés, nous ne les avons pas inventés. Il y a une projection pour 2014 et sur la base des chiffres projetés, sur la base des lois qui existent, nous avons déterminé donc la quantité qui est due à la province du Bas-Congo. Et c'est le chiffre que vous avez cité. Donc, ce n'est pas parce que l'année passée, il y a eu des problèmes que nous, aujourd'hui, nous allons changer. Si la loi change, nous également, nous allons suivre ce que la loi va nous dire. Mais nous pensons que sur le plan linéaire, tout doit se réaliser selon que c'est prévu. Ce sont des prévisions. Les prévisions, vous n'allez pas les faire sur ce qui a été exécuté l'année passée. Les prévisions, nous les faisons sur les lois qui existent, sur les chiffres qui sont projetés. Et ces chiffres qui sont projetés sont faits sur base des éléments concrets, sur terrain. Quelle est la quantité de pétrole qui sera extraite du sol congolais? Et sur cette quantité de sol, le revenu qu'on en retire, 10% sont pour la province du Bas-Congo. Madame Chantal, le programme économique du gouvernement provincial a été axé notamment sur la promotion et la création de richesses dans la province du Bas-Congo, dans le souci bien sûr de renforcer l'emploi productif. Est-ce que vous pensez que cet objectif économique a-t-il été atteint? S'il a été atteint en termes de la statistique, combien d'emplois ont-ils été créés? Bon, je dirais avec vous que cette politique-là n'a pas été totalement atteinte. Elle n'a pas été totalement atteinte, pourquoi? Parce que les moyens dont nous avons besoin pour réaliser notre politique, les moyens de notre politique ont des sources de provenance. Il y a notamment les fonds qui doivent venir de Kinshasa selon tout ce qui est produit dans la province du Bas-Congo. Je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons qu'un forfait qui nous est alloué chaque mois. Et ce forfait-là ne nous permet pas de réaliser toute la politique que nous avons mise en place. Vous avez les recettes du péage, madame. Deuxièmement, les recettes du péage, vous savez très bien que c'est des recettes qui sont gérées Kinshasa et le Bas-Congo. De manière concurrentielle. Et nous sommes en train de travailler. C'est pourquoi ce que je voulais dire, c'est que nous n'avons peut-être pas encore produit les emplois que nous voulons produire, mais nous sommes en train de créer les conditions. Parce que justement, nous sommes en train de travailler, comme avec toutes les provinces, pour que les rétrocessions soient régulières et puissent aller à atteindre le niveau que la Constitution exige. De deux, nous avons signé avec le gouvernement provincial un accord pour la consommation de crédits d'investissement. C'est là également une source importante sur laquelle nous comptons pour pouvoir réaliser notre politique. Il y a aussi la mobilisation des recettes ici dans le Bas-Congo localement. Vous avez vu vous-même que nous avons beaucoup travaillé au courant de l'année 2013 pour refaire convenablement la REPER. Parce que la REPER est un instrument très important dans notre politique pour pouvoir avoir les moyens nécessaires. La REPER, nous l'avons trouvée malade, très malade. Et nous sommes en train de lui donner donc la forme et le fond qu'il faut pour qu'elle mobilise au mieux les fonds, pour qu'il y ait un redéploiement dans toute la province. Pas que les gens restent concentrés dans Matadi. Il y a des fonds qui fuient partout. Vous avez des frontières un peu partout.
là où il n'y a personne qui est en train de suivre ces recettes. Il y a un coulage donc des recettes. Et donc nous voulons que le coulage puisse être résorbé pour que tous les fonds puissent tomber dans le panier et nous permettre donc de réaliser notre politique. Une fois que nous aurons ces fonds, et vous savez aussi que nous avons des partenaires de développement qui aussi ont pris du retard dans la manière de libérer les fonds pour la province du Bas-Congo. Donc nous sommes en train de travailler pour que toutes ces conditions soient rencontrées, la REPER soit très opérationnelle, que le gouvernement central puisse effectivement allouer tous les fonds nécessaires, les crédits d'investissement, la rétrocession sur le pétrole, pour que nous puissions effectivement avoir les moyens de notre politique. Donc voilà un peu ce qui nous a occupés durant 2013. Nous continuons à travailler dessus. Vous savez par exemple qu'en ce qui concerne les crédits d'investissement, c'est des crédits qui doivent être consommés particulièrement dans les domaines exclusifs des provinces. J'ai cité l'éducation, j'ai cité l'agriculture, j'ai cité la santé, j'ai cité le développement rural. Ces secteurs-là sont des domaines exclusifs de la province. Donc les moyens qui sont disposés, même au niveau national, pour ces secteurs-là, doivent être donnés aux provinces pour que les provinces travaillent. Mais il y avait des conditions qu'il fallait remplir. Il fallait notamment avoir des instruments tels que les cellules de passation de marché, tels que des édits qui doivent nous permettre donc de travailler dans la bonne gouvernance, et ces conditions ont été remplies. Aujourd'hui, la province du Bas-Congo a, en ce qui la concerne, non, à part, nous avons la direction provinciale de contrôle des marchés publics, nous avons la cellule provinciale de gestion des projets et des marchés. C'est des instruments qui étaient obligatoires pour que nous puissions consommer convenablement nos crédits d'investissement. Aujourd'hui, c'est là, et nous regardons maintenant vers Kinshasa, nous travaillons avec Kinshasa pour que la province puisse avoir elle-même la possibilité de pouvoir donc affecter tous ces crédits. Donc 2013 nous a permis de travailler sur les conditions sine qua non pour que nous puissions réaliser la politique, notamment en ce qui concerne la création des emplois. En ce qui concerne les créations des emplois. Et nous pensons que 2014 va nous permettre donc de bénéficier du travail de 2013. Oui, Madame Chantal, vous connaissez bien que la cimenterie nationale, Sénat en cycle, est tombée en faillite, ça fait plusieurs années. Alors, que compte faire le gouvernement provincial pour que cette cimenterie puisse être réhabilitée? Vous me permettez de rectifier peut-être votre question. Pas que compte faire, que fait le gouvernement provincial pour réhabiliter la cimenterie? Oui, cette industrie-là, elle est chère au Bas-Congo. Elle est chère au Bas-Congo. Le gouvernement provincial travaille d'arrache-pied chaque jour pour pouvoir relancer cette cimenterie. Il y a eu des accords par le passé, il y a eu des gens qui avaient gagné le marché, mais il y a toujours des pesanteurs jusqu'à présent. Les uns avec le gouvernement central. Nous sommes par exemple en train de travailler pour qu'on anéantisse toutes les dettes. Et en tout cas, la plupart des partenaires de la cimenterie ont annulé leurs dettes. Il reste, je pense, quelques-uns, notamment, je crois, si je ne me trompe pas, si je me trompe, pardonnez-moi, mais je crois qu'il y a la SNEL, la Régie des eaux peut-être, et quelques autres sur qui on est encore en train de travailler pour qu'on mette à zéro le compteur. Et ensuite, il y a des repreneurs. Il faut qu'il y avait par exemple des personnes qui avaient gagné ce marché-là, mais qui jusqu'à aujourd'hui ne prennent pas l'industrie en main. Et nous sommes donc en train de travailler pour voir s'il ne faut pas rouvrir ce marché pour faire en sorte que des gens beaucoup plus agressifs prennent cet instrument, parce que le potentiel est là. Le potentiel est là. Et donc, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire dans le futur. C'est un travail continuel depuis que nous sommes là. Nous ne rencontrons pas un seul potentiel investisseur sans lui présenter également la cimenterie nationale. Voilà, la CINAT. Madame Chantal, j'espère que vous serez d'accord avec moi. La campagne agricole en 2013 a totalement échoué. Bilan par rapport aux autres provinces. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. La campagne agricole a connu des problèmes graves, c'est vrai. Elle a connu des problèmes graves, d'abord parce que l'autorité qui devait
D'abord, j'aimerais signaler que le gouverneur de province a signé avec le gouvernement central, à travers le ministère de l'Agriculture, un accord. Cet accord, comme celui signé avec d'autres provinces, stipule exactement ce que nous devons faire. Dans la province du Bas-Congo, nous avons créé un comité qui est piloté par le gouverneur de province. Le gouverneur de province qui a donné mandat au ministre de l'Agriculture pour le représenter dans ce comité. Et donc, il y avait cette campagne agricole, elle était dessinée étape par étape. Mais malheureusement, ces étapes n'ont pas été réalisées, n'ont pas été accomplies comme sur la lettre. Nous avons constaté que le ministre de l'Agriculture n'a pas suivi les instructions, n'a pas suivi la loi, puisque c'était une loi, cet accord était devenu une loi. Raison pour laquelle il a été révoqué. Raison pour laquelle il a été révoqué. Mais la province ne s'est pas assise sur ces problèmes. La province n'a pas subi ces problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dur pour pouvoir, comment dirais-je, nous sommes en train de travailler dur pour diminuer l'incidence de ces problèmes sur la campagne agricole. Aujourd'hui, c'est déjà 2014, donc 2013, c'est un échec. Mais il y a eu la première saison, il y a eu la saison A. À la saison A, le gouvernement provincial a travaillé énormément d'hectares. Nous avons fait un travail de rattrapage dans tous les districts. Il y a des terres qui ont été préparées. Il y a des institutions qui ont été, disons, localisées pour que ces terres soient effectivement ensémencées. Et cela a été fait. Les tracteurs. C'est deux problèmes. Je vais parler des tracteurs. Mais je voudrais dire que la campagne, nous sommes en train de la rattraper. À la saison B, nous allons encore travailler pour que cette campagne n'échoue pas. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer en ce qui concerne la campagne. Quelques mots, Vous parlez, non, il a parlé des tracteurs. Il y a des tracteurs qui sont partis. Nous sommes en train de les retracer. Il y en a qu'on a retrouvés, il y en a qu'on n'a pas retrouvés. C'est pourquoi j'aimerais ici dire qu'en 2014, le gouverneur de province a dit que c'est une année où la loi va être respectée. Celui qui enfreint la loi, il va effectivement écoper de la dureté de la loi. En ce qui concerne les tracteurs, c'est un message que nous lançons à tous ceux qui ont les tracteurs et qui les ont cachés. Nous demandons qu'ils viennent remettre les tracteurs. Ce n'est pas des biens qu'on donne aux gens, c'est des biens publics qui doivent donc être pour le bénéfice de tous. Et donc ces tracteurs, nous sommes en train de... J'ai appris par exemple qu'il y a un tracteur caché vers Yéma. Et nous sommes en train de travailler avec les autres. Il y a des tracteurs qui sont déjà en Angola, au Kabila. Il y a des tracteurs qui sont en Angola, mais tous ceux qui avaient reçu des tracteurs sont connus, n'est-ce pas? Combien d'hectares? Jusqu'à présent, dans le cadre de la campagne agricole, nous avons déjà dans le Bas-Congo plus de 2800 hectares exploités, sans compter le territoire de l'Uozi. Et en ce qui concerne la saison B, nous voulons atteindre pour cette campagne agricole plus de 5000 hectares dans la province du Bas-Congo. Madame, Messieurs, après ce volet économique, le volet social, le volet culturel, il y a beaucoup à dire dans ce chapitre. Bien sûr, le dossier stade, le dossier eau, électricité et que sais-je encore, et c'est Chambouille qui ouvre le bal. Madame, un homme politique de la province a dit « Quand on est responsable, on est jugé par le résultat ». Vous les connaissez. Tout un exercice budgétaire s'est écoulé. Donc 2013 s'est écoulé. Les résultats de votre gouvernement en ce qui concerne la desserte en eau potable et électricité. Merci bien. En ce qui concerne, je suis très à l'aise sur cette question. Déjà que dans la ville de Matadi, tout le monde a les résultats, puisque le projet eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été sauvé de justesse à l'arrivée de ce gouvernement, a donné des résultats déjà. Mais comme vous le savez, c'est un projet qui va durer 2 ans pour que nous puissions rénover toute la desserte en eau. Mais déjà, il y a des dispositions qui ont été prises. Lorsque nous avons sauvé ce projet, on a encore pu avoir 1 million de dollars qui ont permis d'acquérir 9 motopompes
qui sont ici dans la ville de Matadi et qui ont amélioré la desserte en eau. Et je pense que les robinets en parlent. Je ne dis pas que le problème est totalement résorbé, puisque comme vous le savez, dans ce projet qui va durer 2 ans, on a localisé notamment la vétusté des tuyaux qui seront remplacés au cours du projet. Mais déjà, on a pu donner des résultats palpables dans la ville de Matadi. Mais Matadi n'est pas le Bas-Congo. Nous avons également amélioré la desserte en eau dans la ville de Boma. Cela s'est fait. Il y a également, en ce qui concerne les autres districts, je prendrai par exemple le district de la Lukaya, il y a tout un plan par rapport, par exemple, à la régie des eaux à Kassangoulou. Il y a un plan qui va être mis en chantier pour que la desserte en eau également soit améliorée. Mais là, je vous ai déjà donné des résultats immédiats, puisque là où le roi est installé, ils ont généralement le rayonnement plus rapidement que les autres. Donc, à Matadi déjà, les résultats sont évidents. Mais c'est des résultats sur lesquels nous ne sommes pas encore satisfaits de ce résultat. Nous serons satisfaits de ce résultat lorsqu'il n'y aura aucun robinet dans Matadi qui sera à sec. Nous serons satisfaits lorsque les quartiers qui n'ont pas encore l'adduction d'eau puissent avoir de l'adduction d'eau. En attendant, il y a des études qui sont en train de se faire. Le ministre Mbakou est en train de travailler pour qu'on aille trouver des solutions palliatives pour ceux qui n'ont pas encore l'eau de la régie des eaux. Il y a des sources d'eau qui sont aménagées. Il y a, pas seulement ici à Matadi, mais également dans toute la province, il y a des sources d'eau qui sont aménagées pour que la population puisse avoir de la bonne eau. Parlons électricité. En ce qui concerne l'électricité, en arrivant, il y a eu 100 transformateurs qui ont été commandés pour la province du Bas-Congo. Aujourd'hui, nous avons par exemple 7 transformateurs qui ont été déjà placés dans la ville de Matadi. Nous avons 7 autres transformateurs placés à Boma. Nous avons 6 qui sont placés dans le bas-fleuve. Et il y a encore des transformateurs parmi ceux qui sont déjà arrivés. Parmi ceux qui sont déjà arrivés, il y a 20 transformateurs qu'il faut déployer et cela va être fait dans cette année dans le Bas-Congo, donc 2014, dans les autres districts. Donc ça, c'est en ce qui concerne le volet eau et électricité. Vous m'avez posé donc des questions sur ces 2 volets, je pense. Et donc, c'est ce que je vous dis, le travail a été amorcé. Il y a des endroits où on aurait bien voulu commencer directement, mais il y a des exigences. Il faut mener des études, il faut voir la qualité de l'eau qui se trouve dans chaque localité avant de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Il y a des bornes fontaines qui vont être installées, il y a des puits qui vont être creusés pour que chacun, là où il est, puisse bénéficier d'une bonne qualité d'eau. Madame, qui vous moi si en fourneau? Avant vous savez infrastructure parce qu'il y a qu'un fourneau la bête Kango mais mambo m'a dit la rétrocession le photo la manie Massamo Beno Tom, s'il vous plaît, c'est mieux le chapitre parce que il y a abordé. Il y a fiot tigara yake parce que ani zenga baba zenga pia ka baba chef de quartier rétrocession et puis qui c'est même le chef de quartier encore fondant ça la mafia qui envoie tout ça et puis il y a moi fi moi concurrence maire de la ville babougomestre chef de quartier mais zenga dia ka yao maintenant mais tout la comité locaux bon il y a mes simba fait il faut changer de stratégie ça Ngetu bati comité local ya Simba fait. Ya mega Simba pour rétrocession mais zenga déjà. Non, il faut que nous informions correctement la population. Nous avons trouvé bon. Naloba kutu na lingala po na lingi population yo kanga bien. Po so ki ntandu ba msuba bazanga mwa ba mo. Omoni eloko to lingi ke misolo oyo eza ko ya na Bas-Congo. Ezala kaka pona mwa batu mibale misatu te. Bas-Congo eza na ba millions d'habitants. Donc lelo il faut to luka mayele oyo ezo permettre biso to salake oyo tozo zwa. Elia makaka na mutu moko te mais et profiter na batu ebele. To banaye ko pesa rétrocession. Ndengo lobi wana eza na ba chef de quartier, eza pe na ba bourgmestre, eza pe na ba maire oyo bazala ko salela ngoma musala. Mais to moni que ebongi to telemisa nanu to luka méthode ya bien. Oye kosala ke moi musala te me musala ya solo emonana. Pe tango mususu yo soko za yo moko koloba te tikana komba balabala. Mais soki boza ebele bokoloba te balabala ko komba eza problème te me mbongo wana to salela ngonanu pona ko bongisa soki pe libulu oyo etimwa mikuna.
Mais justement, yango nazoyebisa oto kataki poto monaki ke musala ezalaki ko salema ndenge longomanité. Ya liboso nanu ba misusu bakanisaki ke ezalaki prime na bango. Ya mibale ba misusu bazalaki na bonne volonté ya ko sala misala, mais misala bazalaki ko salisa ezalaki peut-être misala oyo population ezalaki ko zela na lombangu te. Alors lelo oyo pona ko éviter mauvaise gestion, pona ko éviter que batu ba pona bango moko misala oyo esengeli tozo ko créer ba comité oyo kozala ke na discussion ndenge balobaka na français du choc des idées jaillit la lumière. Donc tant ba kotia makanisi na bango bato ebele ba ko bimisa bongo le meilleur projet. Omoni yango wana tolobi te ke tokati toko est-ce que toza na droit ya kokata? Toza na droit ya kokata. Kivu ya stade ya de mambo kuna de mambo kele. Mokeli vous sangé ba mambo mengi vona tuna makambo ebele stade ba me signer déjà. Betwa ovingila bangin ya kota po yake ba chantier nene ba tuminge baka ba bisali kuna bakina kuvingila kilumbu nini bangin ke banda kota kuna na stade beto. Bon, nakanisi bolandi banda Jacques Mbada tango ayaki bato bamonaki na esengo nini oyo penza ayaki kolaka bato ete na kosala stade Damar. Ba geste écoute monanaki stade Lumumba, ba geste monanaki bambongo epesamaki po stade wana ekoka kosale. Wana na bonne foi oyo yazalaki nango ke non projet wana eza projet moko en tout cas ndenge eza projet eza déjà en exécution, c'est que ba monta projet wana bien. Mais tango sikoyo toye ko vendre la dossier, toye ko mona ba irrégularité ebele. D'abord toye ko mona ke projet ango ezali ko répondre na oyo batu bazale kozela te tolingi tozala na stade lokola ba stade mususu to mona ngana mokili matade eza na mabanga ebele pelouse esimbaka te bino bosali projet wana eza kutu atakutu na pelouse synthétique te bongo tango bakobeta mbala liboso si pelouse ekokauka batu bakokoma kobeta kaka na mabele ya wana donc c'est le plan nanu ya kokanisa projet bakanisaki yango malamu te totali stade oyo babukaki biso tolobaka biso bana nzambe tolobaka ke tokendeke de gloire en gloire bo bino bozali déjà na stade ezalaki soki na 14 000 places stade bolingi bosala sikoyo ekomi na 7 000 places est-ce que wana eza na sens eza na sens te alors que matade ezaka kokola mikolo nyonso donc na esika wana lisusu projet wana erépondaki na attente ya batu te. Donc sur le plan d'abord il y a projet yango moko ezalaki na problème. Vous savez que appel d'offres non tika na kokata na mukuse te poko kata na mukuse na kokende batu il faut basosola pona nini ekoya ezokoya simana yango donc il fallait repenser le projet et puis tango ye kota la même côté misolo ba exagéraki nalingi kopesa makanisi oyo nalingi koloba makanisi za na mutu na ngate pona lingi te baloba ke imputation dommageable mais tomonaki ke projet ezalaki malamu te côté misolo pe puisque na kopesa preuve moko tango siko tolobi to bandela à zéro makambo nyonso to ya ba stade ezala stade Damar ezala stade Lumumba tant que le bito bandela à zéro, tu lances un appel d'offres. Parce que loi est sengi bongo. Oyo nyo surtout eleki motuya. Baba projet nyo surtout mituya minene. Okoki yo moko te Jacques Mbado vani na bureau na yo lobi ke non. Projet oyo na kopesa ngo epai ya mutu boye asala yango. Non. Il faut tous à la sûr que toponi mutu oyo azana makoki, mutu oyo azana boyebi, mutu oyo akotosa. Yango na to lansaki appel d'offres. Bato ebele ba yeba pesi makanisi na ba ngana ko tonga stade, ngana ko tonga stade. Batali bato nyonso tu o balobi ke ba ko tonga stade yango to bengaki appel d'offres na kati na yango ba poni mutu oyo apesaki offre ya kitoko koleka. Esika na lobaki ke na linga kamwisa yo, omoni entreprise kaka oyo azalaki na baninga wa liboso. Ye wana kaka mutaganya ki projet. Mais oui. Au moins les Congolais na ba chinois ba yaki donc. Batu nyonso tu bala saki batu nyonso tu ba yaki. Au moins parfois tokotaka na ba polémique pamba te. Boko ya koloba o ba chinois na ba congolais ba lansaki pona ni ba pesi ba congolais te. Au moins ki nani offre wana congolais pesa kité. Totalaki offre selon nationalité te. Totalaki offre techniquement, financièrement nini eza malamu. Alors, et là, on a l'ingénieur le boka moi, ba oyo kaka wana bazalaki na projet na liboso, bango mutu ba gagné. Ndenge nini lelo bandimi na musolo, muke koleka toura liboso, kosala stade na ba condition ya makasi koleka wezaki liboso. Et sika wana na tiki yo moko. Mais non, bako banda bibandela te papa. Ozomona. Et sengeli to yebisaka bato information mobimba. Tango appel d'offre salami. Appel d'offres, ce que Salami, botosi déjà étape à liboso. Si manango, il faut obtenir avis à non-objection.
Donc il faut sikoyo offre wana ekende batali yango ndenge tolobaka na Kikongo bafimpi yango bafimpululi nde balobi sikoyo objection moko ezali te tango bozwi siko avi wana ya non objection nde sikoyo bobandi siko kobongama po bobanda misala. Donc yango wana lelo nalingi na rassurer bana ya Matadi na ya Bakongo mobimba po stade wana ezali stade moko ya niveau ya ville te ezali stade ya niveau provincial. Stade wana bozomona kala mingi te na janvier awa tozo lancer ba grand travaux. Tolobaki décembre sili. Mais papa, janvier. Papa, tolobaki juin pour nini parce que vous avez commission en plein ya makasi au nom président de la République Ifoya au premier ministre Ifoya relancer ba travaux. Ozozela nini maman nyonso seko kiseko. Nyonso ko kisami sikoyo to komi na étape ya ko lancer ba travaux. Et na yebisi bino que na kati ya janvier 2014 to ko lancer ba travaux. To ko banda ko lancer ba travaux parce que il y a même des exigences pour ko lancer ba travaux papa. Pour ko lancer ba travaux d'envergure, na envergure. Et en envergure mususu chef de quartier moko ko lancer. Et en envergure mususu kaka bongo ko matati likolo na lobite que stade oyo et cause la chef de l'état pour la lancer. Gouverneur à province a ko lancer yango, c'est vrai, il faut que gouvernement central et à la représenter bakoya na janvier oyo to ko lancer ba travaux. Merci beaucoup madame Chantal Hippolyte Mbouilou pour le complément des questions dans le volet socio-culturel. Madame Chantal, sur le plan social, on parle très peu de l'hygiène publique, comme vous le savez. Nos villes, Matadi, mais également les grands centres du Bas-Congo, en souffrent. Qu'est-ce qui a été fait? Vous pensez que quelque chose a été fait dans ce sens-là pour améliorer justement les salubrités publiques? C'est vrai, c'est vous qui posez des questions, moi je donne des réponses, mais j'aurais voulu vous poser une question. Vous n'aviez pas vu par exemple qu'à l'arrivée de ce gouvernement, la ville de Matadi a été prise en charge sur le plan de l'assainissement. Ça a été en tout cas l'un des premiers programmes parce que on ne peut pas comprendre. Mais la poussière, vous savez, d'abord, ça tient d'abord de la nature. Hein? La poussière à Matadi tient d'abord de la nature. Vous savez sur quel relief nous sommes. Donc la poussière, elle nous accompagne. Mais il faut faire en sorte que nous puissions aménager notre milieu de vie. C'est pourquoi, par exemple, on demande aux gens de ne pas aller construire n'importe où ou d'ouvrir n'importe quel chantier. Vous savez que dans le travail, chacun qui cherche un travail va casser la pierre là où il veut. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons individuellement qui participent à détruire l'environnement dans lequel nous vivons. Mais parlons de la salubrité notamment. Dans la ville de Matadi, dans la ville de Boma, que ce soit également à Mwanda, il y a effectivement des dispositions qui ont été prises pour que ces villes et cités puissent avoir, comment dirais-je, un cadre salubre. Il y a donc aujourd'hui, effectivement, dans le Bas-Congo, un besoin pressant que le gouvernement provincial encadre déjà, notamment également par le ministère de l'Environnement, pour que nous puissions avoir un cadre sain. C'est important. Et ici, j'aimerais dire aux gens qu'il ne faut pas... La grande révolution qui va donner des résultats durables, c'est le changement de mentalité, le changement de comportement. Si chacun ne jette pas sa peau de banane n'importe où, nous aurons déjà avancé. Si les caniveaux sont nettoyés convenablement, nous serons avancés. Nous ne souffrirons plus de la malaria. Le gouvernement fait sa part, il faut aussi que la population fasse sa part. Et donc ce n'est pas une tâche que nous avons éludée, c'est une tâche que nous prenons à cœur pour que dans nos villes et cités, nous puissions effectivement avoir un milieu sain. Merci beaucoup, Madame Chantal. Déjà 1 heure de passé. Madame, Messieurs, nous allons aborder les perspectives 2014. Qu'est-ce que le gouvernement provincial nous réserve? Hippolyte Mbouilou peut ouvrir le bal avec les perspectives d'avenir. Voilà, par rapport aux perspectives d'avenir, nous parlons 2014. Le programme mis en place par le gouvernement provincial, on revient, est matérialisé par le budget 2014, estimé à plus de 300 milliards de francs congolais. Déjà par rapport à l'année 2013, on l'a dit, moins de 10% d'exécution du budget 2013. Mais aujourd'hui, on prévoit 300 milliards de francs congolais. Est-ce que ce n'est pas osé, trop osé pour le gouvernement provincial? Est-ce que vous ne risquez pas de donner raison à certains acteurs politiques qui parlent déjà d'un chapelet de bonnes intentions? Bon, d'abord, je mets en doute les 10% dont vous avez parlé. Ce n'est pas
à ce niveau-là que le budget a été exécuté. Je crois qu'il a été exécuté À plus de 37%. à plus de 37%. Les problèmes... Oui, au 30 septembre, parce qu'effectivement, nous avons déjà commencé à faire la reddition des comptes de 2013. Donc jusqu'au mois de septembre, c'est prêt. Et même aujourd'hui, nous pouvons vous dire exactement à quel niveau nous avons exécuté le budget. Mais, vous savez, nous n'avons pas le choix. Vous avez parlé tout à l'heure des besoins de la population. Est-ce que vous pensez qu'en établissant le budget, nous devons sous-estimer les besoins de la population ? Nous devons les citer tous. Ce que nous devons faire pour que cette province puisse se développer, pour que les habitants de cette province puissent aller de l'avant. Nous devons mettre tout ce qui est possible avec les moyens qui sont, attendus. Nous devons voir déjà ce que nous... Même vous, dans votre maison, je sais que vous avez déjà dit, en 2014, je voudrais commencer mon chantier.